particulier. Pendant tout Je sais, mais dans les machines à laver, est-ce que simplement de dire, on ne dit pas nanoparticules, on dit faut-il mettre de l'argent dans les machines à laver? Oui, non, c'est dangereux pour les stations-service, pour les stations d'épuration, pardon. Et voilà, on a même le débat sur chaque composé chimique, à la limite, oui, dites qu'un composé chimique. Tout à fait. Est-ce que c'est un débat sur les nanos ou pas? Alors là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si l'argent est vendu comme biocide, à ce moment-là, il y a une directive biocide, il faut respecter la directive biocide. D'ailleurs, on ne sait pas trop l'argent, il y a des nanoparticules d'argent, il y a des nanoparticules d'argent ionisées, puis il y a des ions argent. Donc on retrouve à peu près les trois approches. Sous quelle forme est l'argent? S'il est sous forme d'ion argent, ça ne relève pas des nanoparticules, mais ça pose quand même un problème pour les stations d'épuration. Donc on déborde beaucoup du problème. Cette approche nano conduit à poser beaucoup de questions, qui est simplement qu'on a changé notre paire de lunettes pour regarder les phénomènes qui nous entourent au quotidien. Oui, pour essayer de résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, moi ce que j'en comprends, c'est que les nanotechnologies, à partir du moment où elles sont, on va dire, volatiles, qu'elles soient dans l'eau ou qu'elles soient dans l'air, c'est a priori là qu'elles représentent un danger qu'on ne connaît pas sur l'humain ou sur l'environnement. De la même façon que lorsqu'on ingère une nanotechnologie à l'intérieur de son corps, la question c'est est-ce qu'il y a des études épidémiologiques qui définissent un seuil avant qu'on introduise ces nanotechnologies et après qu'on les ait introduits dans l'environnement. Parce que moi j'ai entendu parler du fait que par exemple les pneus et le carbone contenu dans les pneus est la base de la pollution atmosphérique, tout comme le diesel, bien qu'on passe au travers des pots catalytiques qui normalement filtrent les particules d'une certaine taille, continuent à rejeter des particules nanométriques qui, elles, peuvent potentiellement représenter un impact. Alors, votre question m'amène à faire une remarque supplémentaire mais qui va enrichir votre question, c'est pourquoi s'inquiète-t-on de l'impact sur la santé des nanoparticules? Et de fait, d'origine, c'est qu'on a constaté, il y a environ 10 ou 15 ans, une corrélation très tendue entre l'augmentation de la fréquence de certaines maladies cardiovasculaires et pulmonaires avec l'augmentation de la pollution atmosphérique, donc des particules, ce qu'on appelle les PM2,5, des particules inférieures à 2,5 microns. Et donc, en disant, si l'augmentation de la pollution atmosphérique engendre une augmentation des maladies cardiovasculaires et pulmonaires, les nanoparticules fabriquées par les industriels risquent de présenter un risque. Ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a la combustion du bois ou des choses comme ça. Alors le bois, c'est quelque chose d'horrible. Quand j'entends les écolos qui disent « Ah bah oui, les chaudières à bois, c'est génial, on fait des économies hautes », mais il n'y a rien de plus polluant, même les chaudières étudiées spécialement. C'est horrible pour la pollution et la génération de nanoparticules. Alors, je ne parle pas du barbecue. Au-dessus du boulevard périphérique à Paris, il y a à peu près 100 000 nanoparticules par millilitre d'air. C'est les moyennes, suivant le temps haute, mais disons c'est une moyenne. Ben là-dedans, il est à peu près sûr actuellement qu'il n'y a pas une sur 100 000 qui soit une nanoparticule manufacturée comme je définissais tout à l'heure. Ce ne sont uniquement ce qu'on appelle des nanoparticules liées à l'activité humaine. Donc combustion, le diesel automobile, l'usure des pneus, et puis le chauffage urbain quand c'est en hiver. Plus de la pollution au printemps liée au pollen et aux choses comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est de la bonne pollution, mais ça crée quand même de l'allergie. C'est des nanoparticules. Nous, à l'AC, on a eu un problème avec nos détecteurs de nanoparticules au printemps, à cause des champs de maïs qui étaient autour du pilote. Parce qu'en mettant les détecteurs dehors, les détecteurs saturaient. Il y avait plein de nanoparticules naturelles. Alors, je ne sais pas si elles sont bonnes ou pas bonnes, mais pour faire un blanc, ça posait un problème. Et donc, personne ne communique un petit peu comme on le fait sur le bon ou mauvais cholestérol, de savoir quelles sont les bonnes ou les mauvaises nanoparticules. Oui, mais parce qu'il y a les bonnes, celles qui sont issues des activités, on va dire, traditionnelles, et celles qui sont issues de l'industrie. Dans l'esprit de certains, oui. il y a une mauvaise, ça fait deux molécules en gros schématisées. Alors que là, il faut des milliers d'études. Ce qui se passe quand même, avant et après. Il y a quand même, enfin sur le plan toxicologique, bon, l'organisme, il y a des macrophages qui sont un peu les éboueurs de l'organisme et qui, dans les alvéoles pulmonaires et autres, toute la pollution qui vient, ils récupèrent. Donc on sait très bien que quand il y a une pollution poussiéreuse, donc des particules inférieures à quelques microns,
qui peuvent atteindre l'arbre respiratoire, trachéobronchique. À ce moment-là, ces macrophages, alors les toxicologistes appellent ça des Pac-Man, parce que je crois qu'il y a un jeu vidéo où il y a des Pac-Man. Donc les Pac-Man, ils les attrapent, ils les mangent, et s'ils ne sont pas saturés, ils éliminent, c'est les éboueurs. Il arrive un moment, ils sont saturés. Comme la défense de l'équipe de France contre les Australiens en rugby à 15, il arrive un moment où ils pouvaient se contenter de les regarder passer, ça fait 6 essais en deuxième mi-temps. Il arrive un moment où ils ne peuvent plus. Et puis, il y a toujours le syndrome amiante. Le syndrome amiante, il a fait beaucoup de mal. Enfin, il a fait beaucoup de mal, et aux gens en plus. D'une part, l'amiante, on sait depuis très longtemps que ça conduit d'une manière à peu près bi-univoque au cancer du mésothéliome. J'étais au conseil d'administration de l'université Pierre-Marie Curie en 1976, et ça je peux en témoigner. On avait fait venir des scientifiques américains qui nous ont donné tous les éléments pour dire que l'amiante égale mésothéliome, c'était du 99%. 76-96, la France a mis 20 ans pour l'interdire. Le vrai scandale, il n'est pas que les gens soient morts du mésothéliome avant 76, c'est qu'ils aient pu être intoxiqués parce qu'on a pris du temps. Dans certains pays, il l'avait interdit avant. Et dès le début du XXe siècle, on savait déjà, on doutait déjà que l'amiante, enfin certaines formes d'amiante, parce qu'il y en a plusieurs, et il y en a une qui est dangereuse, peut induire le mésothéliome en termes d'exposition. Et alors l'amiante, pourquoi? Parce que l'amiante, c'est une fibre. Et le Pac-Man, quand il prend sa fibre, hein, c'est comme mon stylo, quand il prend une particule, il l'englobe, il la digère, sauf s'il a eu la digestion, mais sans ça, il l'enrobe, il la digère. Quand il prend une fibre d'amiante, c'est comme l'arc, comme la flèche. Et à ce moment-là, bah, ça détruit le macrophage. Ça tue le macrophage et le macrophage ne peut plus faire son boulot. Donc c'est ce syndrome fibre, baptisé maintenant sous le terme fibre biopersistante, qui interpelle. Donc en partant de ce syndrome de fibre biopersistance, on a interdit certaines fibres de céramique, des fibres de silice, effectivement, mais les nanoparticules qui ne sont pas sous forme fibreuse, il n'y a pas de raison que les Pac-Man, sauf surcharge de l'organisme, surcharge des poumons, que les Pac-Man ne fassent pas leur boulot. Donc, vous voyez, il y a un peu une confusion. Qu'on s'interroge, qu'on s'inquiète, oui. Mais on confond un manque de réactivité politique, alors que tous les éléments étaient disponibles, pour prendre une décision. Les industriels auraient peut-être dû le faire aussi. Il y a peut-être des industriels qui sont un petit peu fautifs. Mais à jouer, il y a une amiante qui est toxique. Enfin, c'est à peu près établi, il y en a 4 ou 5 autres qui ne posent pas de problème. C'est pas toujours évident. Bon, on va pas faire le procès du passé. Et sur le plan purement toxicologique, le mécanisme de l'amiante toxique, c'est typiquement ça. Donc les nanoparticules, c'est plutôt des particules sphériques. La seule question qui pourrait se poser, c'est sur les nanotubes de carbone. Et il y a des nanotubes de carbone qui sont longs, rigides, qui sont très gros, qui font 150 nanomètres, qui sont pratiquement comme un crayon. Et il y en a d'autres qui sont comme des pelotes de laine. Si j'avais parlé de nanotubes de carbone, je serais venu, j'ai une aiguille à tricoter longue comme ça, et puis j'ai une pelote de laine noire, et on peut faire la démonstration, mais même faisant le Pac-Man. Donc en termes comme ça, et pas plus tard qu'Anna Nocef, Oberstdorfer nous a dit à peu près la même chose. D'ailleurs, il dit le contraire de ce qu'il a dit il y a 5 ou 10 ans, où il faisait peur au monde pour obtenir des financements. Maintenant, il devient beaucoup plus prudent sur ses affirmations, c'est-à-dire qu'il n'affirme plus rien. Il dit qu'il faut continuer à travailler pour comprendre, et plus il travaille, moins il comprend. Donc c'est un peu... Ça rend modeste. Au début, on veut des... 1 plus 1 égale 2, c'est clair, off, l'amiante c'est dangereux, on arrête. On en conclut que les nanoparticules sont dangereuses. Et puis après, quand on étudie une nanoparticule, on se rend compte que ça sort du code général. Quand on étudie deux, ça ne rentre pas dans le code général. Quand on reprend la première traitée différemment, c'est encore un autre résultat. Donc on se rend compte simplement, plus on progresse et plus on se rend compte de l'immensité de nos méconnaissances. Avec le contre-argument, je ne dirais pas ça devant les ONG, parce qu'on dit, vous ne savez pas, donc il ne faut pas commercialiser. Nos data, nos markets. Vous voyez à peu près la balance à chaque fois. Mais la toxicologie a encore des progrès considérables à faire, et les tests qu'on fait in vivo, in vitro, au niveau laboratoire, est-ce qu'ils sont réellement représentatifs des tests, enfin de l'impact sur l'individu. Déjà on applique un facteur 10 interespèce pour passer du rat à l'homme, et on en applique un deuxième facteur 10 pour considérer qu'entre deux individus, la dose peut varier d'un facteur 1 à 10 pour être nocive. Et pour répondre, vous avez soulevé la question de l'épidémiologie, autant sur l'amiante, il y a eu des études épidémiologiques, et en 1976, elles existaient, il y avait de quoi conclure, même avant 1976, en 1976 je peux témoigner, sur les nanoparticules, prenons le cas de la silice, la nanosilice, fabriquée industriellement depuis fin des années 50, rien n'est mis en évidence. Aucun facteur
sauf de silicose, mais qu'on rencontre avec la silice classique. Donc aucun facteur lié spécifiquement à la dimension nano. Ça, je dirais que c'est une certitude actuelle. Même chose sur le noir de carbone, d'ailleurs. Le noir de carbone, bon, ça a des effets. Il y a certains noirs de carbone qui sont classés comme carcinogènes, mais c'est lié aux matières premières qui sont utilisées, qui contiennent du benzoapyrène. Donc a priori, ces noirs-là, maintenant, commencent à être éliminés. Donc c'est un problème chimique classique, identifié, c'est pas un problème lié à la taille nano des particules. C'est ce qui est ressorti aussi dans le série d'applications. Oui. C'était pas forcément la taille de leur Exactement. aussi un ensemble. Et il est sûr qu'il faut accumuler des tas de résultats avec des protocoles qui ne sont pas toujours validés, vérifiés et et que c'est un travail considérable. Qu'est-ce qui explique que je reviens sur les nanotubes de carbone? Oui. Pourquoi est-ce que c'est ce type de nanomatériaux qui a commencé son application? Est-ce qu'on l'a isolé plus facilement? Non, les nanotubes de carbone vont en dehors du fait que c'était une nouvelle structure un peu inattendue. Ça a des propriétés de résistance mécanique remarquables. Oui. 1000 fois supérieure à celle de l'acier. Conductivité électrique équivalente à celle du cuivre. Conductibilité thermique équivalente à celle du diamant. Et résistance chimique en l'absence de milieu, d'oxygène, absolument remarquable, même à haute température. Mais on commence à retrouver la même chose sur le graphène. Donc c'était disons, la chimie du carbone, moi quand j'étais étudiant, on considérait la chimie du carbone, truc qu'on passait vite, le carbone, le graphite et autres, on passait très vite dessus. Cette chimie du carbone maintenant est à la base de tous les systèmes de génération de stockage dans les électrodes, des piles. Et on a des structures, alors moi je pourrais vous faire aussi une présentation sur le carbone de 2 heures. Est-ce que l'industrie spatiale a beaucoup contribué au développement des nanotechnologies? Oui. Oui, c'est quand même... Oui. Le sport et le spatial. Le sport et le spatial, d'accord. Avant l'automobile. Bien avant l'automobile. Bien, je crois que comment ça se fait tard, évidemment, c'est qu'il assiste un petit peu, non pas par le manque d'intérêt, mais bon, certains, probablement. Je voudrais vous remercier énormément pour ce que votre exposé, c'est vraiment remarquable. Et ce que je souhaiterais proposer, c'est prenons après une application particulière, peut-être celle de la santé. Là, je suis moins compétent. Ou bien autres créneaux qui peuvent vous intéresser et refaire une présentation dans un domaine bien spécifique parce que de nombreuses questions ont été suscitées et on voit visiblement un intérêt. En tout cas, merci beaucoup. Avant que vous partiez, je voulais simplement vous dire que notre prochaine conférence aura lieu sur la cryptographie le 14 décembre, probablement ici, au sein ISF, le 14 décembre, même heure, même lieu, et que